Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de BPI France Création. Donc aujourd'hui, on va parler de la micro-entreprise et plus précisément comment créer sa micro-entreprise. Donc moi, je me présente rapidement. Donc je suis Lila Léon, responsable éditoriale du site BPI France-création.fr. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un site d'information et d'orientation pour tous les porteurs de projets, tous les créateurs d'entreprises. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Agnès Nardon avec nous, qui est conseillère URSSAF, et surtout, c'est une experte de la micro-entreprise. Donc Agnès, bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravie de rejoindre ce webinaire avec toi, Lila. Et nous allons essayer de vous donner le maximum d'informations sur ce régime de la micro-entreprise. Merci Agnès. Alors, juste quelques précisions sur l'organisation du webinaire. Donc, il va durer 1 heure. On laissera 10-15 minutes à la fin pour traiter des questions. Alors, faites bien attention, on a plusieurs parties sur l'outil, le Livestorm. On a la partie chat et la partie questions. Donc, si vous avez des questions, il faut vraiment les poser sur la colonne questions. Donc, nous, je pense qu'avec Agnès, on traitera peut-être quelques questions pendant le webinaire. Et à la fin, on se laissera un petit peu de temps pour répondre à des questions qui vont, on va dire, intéresser le plus grand nombre. Donc voilà, sachez qu'à la fin, on va mettre à disposition le replay de ce webinaire pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui ont dû s'absenter pendant le webinaire. Donc il y aura à la fois le replay, donc la vidéo, mais aussi le support qui sera mis à disposition, je pense, dans l'après-midi ou au plus tard lundi prochain, puisque demain, on est férié. Donc, voilà pour les petites précisions. Et si vous avez des problèmes de son ou autres, posez la question sur le chat. On a Guillaume Malvoisin qui est à nos côtés, que vous ne voyez pas, mais qui est bien là et qui répondra du coup à toutes vos questions. Voilà pour les précisions, on va dire, techniques. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, donc de comment créer sa micro-entreprise. On s'est dit avec Agnès que voilà, on va structurer ça de façon un peu cadrée pour vraiment déterminer et puis surtout étudier toutes les thématiques autour de la micro-entreprise. Donc, ce qu'on fera dans un premier temps, c'est rappeler quelques préalables, c'est-à-dire avant même de se lancer, de décider de créer une micro-entreprise. Donc, les préalables, ça va être des points d'attention et surtout de savoir est-ce que finalement la micro-entreprise est un régime adapté à votre situation et à votre projet. Ensuite, on va évidemment traiter de tous les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la micro-entreprise qui sont très particuliers. C'est vraiment un régime à part. Ensuite, bien évidemment, les formalités de création, à savoir le bon CFE, les organismes compétents et surtout tous les services dédiés à la micro-entreprise de l'URSSAF. Et enfin, quelques interrogations, quelques conseils sur la micro-entreprise, à savoir est-ce qu'elle est adaptée à tous les projets, mais on va aussi vous indiquer quelques informations pour savoir comment est-ce qu'on sort de la micro-entreprise et surtout pour ceux qui finalement, ce régime-là n'est pas tout à fait adapté, parler d'alternatives à la micro-entreprise. Voilà un petit peu le menu. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, concernant les préalables. Les préalables, ils sont de plusieurs ordres. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, en fait, n'importe qui peut créer sa micro-entreprise. C'est-à-dire que toute personne qui souhaite en fait se lancer dans une activité indépendante peut devenir micro-entrepreneur. En France, en fait, c'est vraiment la solution la plus simple, la plus rapide, la moins coûteuse pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Juste pour corroborer tout ça, simplement en 2020, il y a eu près de 850 000 créations d'entreprises. C'est quand même énorme. Malgré la crise, il n'y a pas eu de baisse. On est dans une augmentation constante de la création d'entreprises. C'est plutôt une bonne nouvelle. En 2020, on a aussi une augmentation. Après, c'est des chiffres qu'il faut quand même, on va dire, étudier avec parcimonie, puisqu'il y a beaucoup de créateurs qui voulaient se lancer en 2020, qui ne l'ont pas fait, qui ont retardé leur création. Voilà, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais quoi qu'il en soit, sur ces 850 000 créateurs, on a près de 65% des créations qui sont des micro-entreprises. Donc, c'est quand même assez révélateur sur le fait que cet outil, ce régime, est vraiment le régime, on va dire, adéquat pour se lancer en tant qu'indépendant et rapidement. Alors, pourquoi créer sa structure juridique? Il y a plusieurs, pourquoi créer, la micro-entreprise? Ça peut être soit pour tester une activité, un projet. Donc, vous avez une idée, un projet, vous n'êtes pas sûr de vouloir lancer une entreprise tout de suite, vous la testez. Donc, ça peut être une solution pour tester l'activité. Ça peut être pour créer son propre emploi, c'est-à-dire finalement formaliser un projet d'entreprise pour créer son propre emploi, tout simplement.
Ça peut être aussi pour avoir des activités, des revenus complémentaires à une activité principale, telle que salarié, on verra dans le détail tout à l'heure. Et enfin, ça peut être aussi pour gagner en expérience, en expertise, avant, encore une fois, de lancer, de créer une structure, on va dire, plus classique, telle que la société. Alors, effectivement, on l'a dit, tout le monde peut devenir entrepreneur. Donc, là, on cite sur la slide des salariés, les fonctionnaires, les retraités. On a aussi les étudiants. On a aussi les demandeurs d'emploi, qu'ils soient indemnisés ou pas. Donc, c'est vraiment un statut qui est ouvert à tous. Simplement, attention, quelques points de vigilance sur certains profils, sur certains statuts. Ça va être celui de salarié, par exemple. C'est important de vérifier, lorsque vous êtes salarié, que vous n'avez pas de clause de non-concurrence dans votre contrat de travail. L'idée, bien évidemment, c'est de ne pas faire concurrence à votre employeur, puisque vous avez une obligation de loyauté envers lui. Alors, l'exemple un peu basique, c'est par exemple, si vous êtes salarié dans une boulangerie, l'idée, ce n'est pas de créer une micro-entreprise pour vendre des pâtisseries juste en face de votre employeur. Donc là, clairement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, vraiment vérifier les clauses de non-concurrence, voire d'exclusivité dans certains cas. Les fonctionnaires, même chose, point de vigilance important, puisqu'en fait, en principe, un fonctionnaire est peut-être dédié à 100% à sa mission en tant que fonctionnaire d'un service public. L'idée, c'est de ne pas nuire au bon fonctionnement du service public en question. Et dans ces cas-là, celui qui veut se lancer en micro-entreprise va demander, selon les cas, selon sa situation, soit une autorisation, d'accord, soit déclarer simplement l'activité de micro-entreprise. Alors, il y a des activités qu'on appelle un peu accessoires, typiquement l'activité, par exemple, d'enseignant, de prof de sport, qui va faire du coaching en micro-entreprise, on appelle ça une activité accessoire. Donc là, effectivement, ça va être une simple déclaration. Mais voilà, en tout cas, sur le statut de fonctionnaire ou micro-entrepreneur, il y a quand même des limitations que je vous invite à vérifier sur le site BPI France Création. Enfin, on a le cas des retraités aussi. De plus en plus de retraités créent leur propre micro-entreprise pour avoir des compléments de revenus. Là encore, vigilance, puisqu'il faut vraiment vérifier les impacts que peut avoir les revenus tirés de l'activité de la micro-entreprise sur les pensions de retraite. Donc, et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous rapprocher de vos caisses de retraite pour faire les bons calculs, pour être sûr que c'est intéressant pour vous. Voilà les principaux points de vigilance sur ces statuts. Ensuite, on va avoir les cumuls d'activités. Donc, on peut effectivement cumuler deux activités au sein même d'une même micro-entreprise ou une activité de salarié ou de micro-entrepreneur. Il faut simplement faire attention puisque vous allez devoir cotiser pour chaque activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en micro-entreprise, vous pouvez avoir une seule micro-entreprise. On verra tout à l'heure, vous êtes lié en fait en tant que personne physique et entreprise auto-entrepreneur. Mais vous pouvez avoir plusieurs activités au sein d'une même micro-entreprise. En revanche, il faut faire attention puisque vous allez devoir payer des cotisations pour chacune des activités et voir l'impôt sur le revenu. Donc, encore une fois, bien faire attention sur l'impact des pensions de retraite, des allocations de chômage et des minima sociaux. Voilà pour le petit point de vigilance sur les cas de cumul. Ensuite, les activités qui peuvent être exercées sous statut de la micro-entreprise, quelle que soit la nature d'activité, vous pouvez exercer en micro-entreprise. Ça, on va dire, c'est le principe général. C'est-à-dire que vous avez une activité commerciale, artisanale ou certaines activités libérales. Effectivement, vous pouvez créer sous le statut de la micro-entreprise. Évidemment, à chaque principe, il y a des exceptions. Et les exceptions, elles ne sont quand même pas négligeables, puisqu'elles vont surtout, en fait, c'est des exceptions qui vont surtout concerner le régime fiscal de la micro-entreprise et le régime social de la micro-entreprise. Parce que finalement, la micro-entreprise, déjà, ce n'est pas une structure juridique, c'est un régime juridique. Et dans ce régime-là, vous allez avoir un régime fiscal et un régime social. Et ça, c'est notre experte Agnès qui va détailler ce point-là tout à l'heure. Mais déjà, ayez bien ça en tête, c'est vraiment un régime social et un régime fiscal. Et de fait de ces deux régimes-là qui sont bien spécifiques, certaines activités vont être, on va dire, exclues de fait, clairement, parce que typiquement, les activités dont la TVA est obligatoire, c'est clairement les activités immobilières. Vous allez voir tout à l'heure que la TVA, en principe, on est en franchise en base de TVA dans la micro-entreprise, dans certains, si on ne dépasse pas certains seuils. Les activités… Lila, excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous pouvez
supprimer les notifications, la cloche, parce qu'on a un retour de son. D'accord. Alors, hop. Ça devrait être bon. Ok, super, merci. Agnès aussi, la cloche, vous pensez à la désactiver? Merci. Moi, c'était déjà fait. Ok, super. Donc, les activités exclues donc, du fait du régime fiscal ou social. Hein. Pour le fiscal, ça va être les activités donc, qui relèvent de la TVA immobilière. C'est le cas typique des marchands de biens ou des agents immobiliers. Sont aussi concernés les loueurs d'immeubles non meublés ou les loueurs d'immeubles professionnels. Donc, clairement, c'est impossible de créer sous le statut de la micro-entreprise. Ensuite, il va y avoir d'autres personnes qui, elles, vont être exclues du régime micro-social, donc de fait du régime de la micro-entreprise, parce qu'ils vont relever de caisses spécifiques. C'est notamment le cas des personnes qui relèvent de la MDA, de la Maison des artistes, qui vont, en fait, la Maison des artistes, c'est vraiment une structure qui va gérer toute la partie administrative des personnes qui relèvent de la sécurité sociale des artistes-auteurs, donc MDA ou de la GESA. Donc, ils ont un régime social spécifique, ils ne peuvent pas bénéficier du régime de la micro-entreprise. On va aussi avoir certaines professions libérales. Ça concerne essentiellement les professions du chiffre, de la santé et du droit. Pour citer les exemples les plus courants, ça va être le médecin, ça va être l'avocat ou l'expert comptable. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils vont relever d'une caisse spécifique ou de la CIPAV. Donc, de fait, ils sont exclus de la micro-entreprise. Voilà donc les cas d'exclusion. Vous pouvez en fait trouver le détail, pareil, sur une fiche dédiée sur BPI France Création. Mais en tout cas, de façon générale, c'est un régime quand même qui est assez ouvert à tous les entrepreneurs. Voilà pour ce qui est donc des préalables. Agnès, peut-être que tu voulais ajouter un mot sur ces points de vigilance, on va dire? Non, non, pas maintenant. Je pense que c'était assez complet pour le moment. Très bien. Alors, dans ce cas-là, si on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la micro-entreprise en elle-même et des différents aspects, juridiques, fiscaux et sociaux. Sur les aspects juridiques, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est vrai que la micro-entreprise, donc, comme je vous l'indiquais en introduction, ce n'est pas un statut juridique en soi. Il n'y a pas de régime juridique micro-entreprise, comme la SARL, la SASU, etc. C'est vraiment un régime juridique. Et en fait, la micro-entreprise, c'est avant tout un entrepreneur individuel. C'est-à-dire que la personne physique et la personne morale ne font qu'un. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran qu'on peut avoir avec une société où on distingue l'entrepreneur, le chef d'entreprise, personne physique, et l'entreprise, la société, personne morale. Là, il y a vraiment, c'est ce qu'on appelle plus communément, il y a une confusion des personnes et une confusion des patrimoines. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul patrimoine. On parle d'unicité du patrimoine. Alors, ça veut dire aussi que l'entrepreneur, le micro-entrepreneur, va être en fait engagé et responsable sur l'ensemble de ses biens propres et communs. C'est-à-dire que si vous souhaitez être micro-entrepreneur, vous allez engager vos biens personnels, mais aussi les biens du couple, si vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens. Donc ça, effectivement, il faut bien faire attention à ce point-là. Et d'ailleurs, ça peut faire partie aussi des points de vigilance quant au choix de ce statut. Donc, effectivement, il y a toutes les obligations on va dire, juridiques et réglementaires qui concernent le travailleur indépendant, l'entrepreneur individuel classique. Ça va être, effectivement, il va créer son entreprise de façon totalement indépendante. Donc, il n'y a pas de lien de subordination. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous décidez seul. Il n'y a pas d'assemblée générale à organiser. Il n'y a pas de demande d'autorisation auprès des associés. Donc, effectivement, vous êtes maître à bord, entre guillemets. Vous allez aussi disposer d'un numéro SIREN et SIRET, au même titre qu'une entreprise individuelle. Peut-être un petit rappel sur la différence entre le numéro SIREN et SIRET, parce que parfois il y a une confusion. En fait, le numéro SIREN, c'est le numéro unique d'identification de l'entrepreneur qui est attribué par l'INSEE. Alors que le SIRET, c'est un numéro complémentaire qui va concerner l'établissement, c'est-à-dire où est exercée effectivement telle ou telle activité. Par exemple, si vous avez plusieurs activités au sein de votre entreprise qui sont exercées dans des lieux géographiques différents, vous aurez plusieurs SIRET. Voilà, petit rappel sur ces points-là. Donc, comme je vous l'indiquais, respect de la réglementation liée à l'exercice de l'activité, à savoir si vous envisagez de créer une activité réglementée, il faut vérifier les autorisations, les diplômes, les formations nécessaires, les autorisations d'installation.
Et sur ça, pour vérifier le caractère réglementaire de votre activité, n'hésitez pas à consulter notre fiche, notre rubrique dédiée aux activités réglementées. Donc, c'est des fiches qui vont vous expliquer toutes les conditions juridiques pour pouvoir exercer telle ou telle activité. C'est toujours important de le vérifier en amont avant vraiment de, entre guillemets, lancer les opérations parce que vous risquez d'être bloqué au niveau de la création de la micro-entreprise. Voilà un petit peu pour le rappel. C'est vrai que sur la partie responsabilité illimitée de l'auto-entrepreneur, c'est un point important. Effectivement, vous pouvez engager tous vos biens. En revanche, la résidence principale est protégée, c'est-à-dire qu'elle est insaisissable de droit. On ne peut pas y toucher, hein, c'est la loi Macron, elle est protégée. Vous pouvez opter pour le statut de l'EIRL si vraiment entreprise individuelle à responsabilité limitée, pardon, si vous voulez par exemple protéger en fait votre patrimoine personnel, puisque dans le cas de l'URL, vous pouvez avoir deux patrimoines différents distincts, un patrimoine dédié à l'activité personnelle, enfin en tout cas un patrimoine personnel et un patrimoine donc dédié à l'activité professionnelle. Et dans ces cas-là, en cas de difficulté, eh bien, vos créanciers professionnels viendront se rémunérer sur votre patrimoine affecté à l'activité. Voilà, on verra peut-être après les autres structures adéquates en fonction de votre projet, mais sur le cadre juridique, on va dire, de base de la micro-entreprise, je pense que vous avez les éléments essentiels. Je vous propose peut-être du coup de passer au chiffre d'affaires, la fiscalité et le social. Agnès, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, juste avant de commencer, peut-être juste un rappel par rapport à l'URSSAF pour savoir à quoi sert l'URSSAF et pourquoi vous allez être en relation avec nous, non seulement un peu avant la création, mais aussi après tout au long de la vie de votre auto-entreprise. Alors, je vais répondre à une question comme ça à l'oral qui a été posée. Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est la même chose. Le statut avait été créé en tant qu'auto-entrepreneur. Ça a changé, mais en fait, c'est exactement la même chose. Là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est le régime fiscal, par contre, de la micro-entreprise. Ça, c'est vraiment micro-entreprise. Mais après, l'appellation auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau de l'URSSAF, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous devenez travailleur indépendant, quel que soit le statut juridique que vous allez choisir, vous allez vous constituer votre propre protection sociale. Et à ce titre, toutes les cotisations et les contributions que vous allez payer, qui vont être encaissées par l'URSSAF, vont être reversés, et ça c'est notre mission principale, on est capable de reverser à tous les partenaires, à tous les organismes qui vont vous verser des prestations, que ce soit pour la retraite, la maladie, les allocations familiales, etc., la formation professionnelle, on est capable de reverser cet argent en moins de 5 heures, et du coup c'est grâce à cela que vous pourrez bénéficier des prestations si vous en avez besoin. Voilà pour la mission principale que l'on pourrait donner. Au niveau donc de ce régime de la micro-entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 4 grands principes. On raisonne en chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, comme vous le voyez, hein, il est de 176 200 € pour une année civile complète si vous faites de la vente, de la fabrication et de la vente. Il est de 72 600 pour les autres activités, qu'elles soient artisanales, commercial ou libéral. Quelquefois, dans le commerce, on peut avoir des cas un peu particuliers qui relèvent du commerce, mais qui pour autant ne sont pas vraiment de la vente ou de la fabrication et de la vente. Il n'empêche que si vous avez deux activités qui sont une de la vente et une artisanale ou libérale, eh bien, vous allez pouvoir cumuler ces deux activités. En revanche, vous ne cumulerez pas les deux chiffres d'affaires. Ça sera toujours un maximum de 176 200 € pour la partie globale, dont 72 600 au titre de l'activité libérale ou artisanale. Ce qui vous restera à peu près 103 000 € pour la partie vente ou fabrication et vente. Deuxième grand principe, on est en franchise de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas facturer la TVA à vos clients, mais vous n'allez pas la récupérer non plus sur les achats que vous allez faire jusqu'à certains seuils qui ne sont pas les mêmes que les chiffres d'affaires et qui sont de 94 300 € pour la vente et de 36 500 € pour les prestations de services ou les activités libérales. En sachant qu'il y a une tolérance de 2 ans entre 85 800 et 94 300 € si vous êtes dans la vente. C'est-à-dire que si vous dépassez ces montants-là et que vous ne dépassez jamais les 94 300 €, eh bien pendant 2 ans, vous pouvez encore être en franchise de TVA.
et c'est la même chose pour les activités artisanales et libérales, c'est entre 34 400 et 36 500. En revanche, dès que vous dépassez ces montants, ces seuils maximum, eh bien, à partir du premier jour du mois au cours duquel vous les dépassez, il faudra facturer de la TVA, donc demander un numéro de TVA intracommunautaire au service des impôts des entreprises et donc faire des factures à vos clients avec de la TVA. Les deux autres grands principes étant que l'on ne déduit aucune charge et on n'amortit pas non plus le matériel qu'on est peut-être obligé d'acheter en fonction de l'activité que l'on fait. En ce qui concerne le compte bancaire, vous en avez peut-être entendu parler, on n'est pas obligé d'avoir un compte professionnel. On n'est déjà même pas obligé d'avoir un compte dédié à l'activité professionnelle si on n'a pas 2 années de suite au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires. Cependant, je pense qu'on est tous d'accord pour vous conseiller dès le départ d'ouvrir un compte dédié à cette activité professionnelle qui peut être un deuxième compte bancaire personnel, hein, c'est pas le problème, mais pour bien séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle et pour aussi lorsque vous allez vouloir faire un petit peu de gestion, parce qu'il faudra en faire forcément quand vous allez créer une entreprise et voir où vous en êtes par rapport à votre prévisionnel. Est-ce que par rapport à ce que vous aviez prévu, est-ce que vous êtes dans la lignée? Est-ce que vous respectez un petit peu les chiffres d'affaires que vous pensiez faire? Est-ce qu'au niveau des achats que vous faites, eh ben, vous respectez aussi le montant des charges que vous pensiez avoir? Eh bien, ça sera toujours plus facile d'avoir tout sur un compte, de savoir ce que vous avez encaissé et de savoir ce que vous avez également ce que vous avez dépensé si vous avez un compte professionnel. La TVA applicable, on en a parlé. La seule chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est que tant que vous êtes en franchise de TVA, il faudra bien mentionner sur vos factures une TVA non applicable en mentionnant article 293B du Code général des impôts, le CGI, le Code général des impôts. Vous devrez également tenir, bien sûr, ce que je viens de dire, hein, un journal qui va détailler les recettes, mais également un journal, un registre récapitulatif de vos achats, encore une fois, pour pouvoir faire de la gestion et savoir où vous en êtes dans l'évolution de votre entreprise. Alors, au niveau de l'impôt sur le revenu, puisque quand vous êtes en entreprise individuelle au régime fiscal de la micro-entreprise, vous êtes obligatoirement à l'impôt sur le revenu. Il va y avoir, on verra une option qui est possible de faire après, mais si vous déclarez votre chiffre d'affaires global auprès des impôts, les impôts vont faire ce qu'on appelle un abattement pour frais professionnels. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, vous ne pouvez pas les déduire vraiment et socialement, ça ne sera jamais déduit. Mais par contre, au niveau fiscal, vous allez pouvoir avoir le bénéfice de cet abattement qui sera de 71% si vous êtes dans la vente, 50% si vous êtes dans le cadre des activités qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux, les fameux BIC, et de 34% si vous êtes dans les BNC, les bénéfices non commerciaux. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez déclarer vos impôts, avant de calculer l'impôt sur le revenu auquel vous serez soumis, l'administration fiscale va faire un abattement et calculera votre impôt sur le revenu sur ce chiffre d'affaires abattu de 71, 50 ou 34 selon le cas. Vous voyez, par exemple, on a mis un petit exemple. Si vous êtes dans la vente et que vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, on va calculer vos impôts sur 2 900 euros puisque l'administration fiscale aura fait ce fameux abattement de 71%. Alors, en ce qui concerne le régime fiscal de la micro-entreprise et l'auto-entrepreneur en lui-même, depuis le départ, on a voulu simplifier le paiement de l'impôt en même temps que le paiement des cotisations sociales. Toutefois, ce n'est pas parce que ça semble plus simple. Dans tous les cas, il faudra quand même faire une déclaration annuelle pour réajuster éventuellement. Ce n'est pas forcément intéressant. Pourquoi ? Parce que d'abord, cette option, vous allez pouvoir la prendre, cette option du versement fiscal libératoire, vous allez pouvoir le prendre uniquement si votre revenu fiscal de référence, alors en ce moment, on est sur l'année par rapport à l'année 2019, parce qu'on raisonne toujours par rapport à l'année N-2, c'est-à-dire 2 ans auparavant. Si votre revenu fiscal de référence est supérieur pour une seule part à 27 794 euros, vous n'avez pas droit à prendre cette option. Donc, on sera dans le cas où vous déclarerez vos impôts et l'administration fiscale fera un abattement. Si vous êtes en dessous de ce montant-là, vous pouvez opter pour cette option du versement libératoire
Pourquoi ce n'est pas forcément intéressant? Parce qu'il faut absolument que vous fassiez des simulations sur le site des impôts parce que vos revenus personnels vont aussi entrer en compte les revenus autres que l'activité professionnelle. Si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, en fonction du nombre de parts, si vous avez des revenus autres et que vous êtes auto-entrepreneur mais que vous êtes également à côté, vous avez gardé un job salarié à mi-temps peut-être ou carrément un temps plein et que c'est simplement un complément. À ce moment-là, il faut que vous fassiez absolument des simulations pour savoir si c'est intéressant. Pourquoi? Parce que même si les taux sont très faibles, puisqu'ils seront de 1 si vous êtes dans la vente, 1,7 si vous êtes en bénéfices industriels et commerciaux et 2,2 si vous êtes dans les bénéfices non commerciaux, eh bien, ce montant-là, le taux et l'impôt sur le revenu sera calculé sur le chiffre d'affaires global. La totalité du chiffre d'affaires que vous aurez encaissé, il n'y aura pas les fameux abattements dont on a parlé juste avant. Donc, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour savoir si c'est intéressant et ce n'est pas forcément parce que c'est intéressant pour l'un que ça l'est pour l'autre, parce que votre situation personnelle rentre en ligne de compte. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en général, si vous avez un taux d'imposition très faible ou si vous ne payez pas d'impôt et si vous pensez faire plutôt un chiffre d'affaires assez bas, très souvent, ce n'est pas intéressant de le prendre. Autrement, il faut vraiment faire une simulation avec le chiffre d'affaires que vous allez avoir prévu dans votre prévisionnel, en mettant dans un premier temps l'option pour le versement libératoire et savoir en le calculant qu'est-ce que ça vous fait payer comme impôt, en refaisant la même simulation mais sans cocher cette cause pour le versement fiscal libératoire et en déclarant simplement le montant du chiffre d'affaires que vous pensez faire en BIC ou en BNC, ou les deux, bien évidemment. Et là, en faisant le calcul, c'est les impôts, bien sûr, qui vous donnent le résultat. Là où vous payez le moins d'impôts, c'est ce qui sera le plus intéressant pour vous. Ce n'est pas définitif. On peut toujours, pour l'année suivante, après, prendre une option différente, le choisir ou le supprimer. Mais surtout, ne cochez pas cette case sans avoir fait de vérification auparavant. Alors, au niveau de cette demande, vous pourrez la faire soit au moment de la déclaration d'activité sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr quand vous allez remplir la déclaration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites votre déclaration à partir du site auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous allez avoir, et là, je reviens sur une question qui a été posée que j'ai aperçue tout à l'heure, où une personne disait « ça m'a mis en libéral alors que j'avais rien coché ». En fait, ce n'est pas possible parce qu'il y a forcément cette petite case à cocher, ce qui fait que si vous êtes effectivement considéré comme une activité libérale, vous allez rester sur le site auto-entrepreneur pour faire votre déclaration d'activité. En revanche, si vous êtes plutôt relevant de commerce ou de l'artisanat, vous serez réorienté pour les commerçants vers Infogreffe, et c'est le cas pour le brocanteur de tout à l'heure qui va se reconnaître, je pense, ou vers la chambre de métier pour pouvoir faire vos déclarations, puisqu'on est obligé encore cette année de faire les déclarations et que ce soit le centre de formalité dont dépend l'activité qui gère vraiment cette déclaration. Au niveau de ce versement libératoire, donc vous pouvez le faire soit en même temps que la déclaration de votre activité, ou alors vous avez 3 mois pour le faire une fois que vous avez créé. Et si vous voulez changer d'option pour l'année suivante, il faudra faire la demande avant le 30 septembre pour avoir le bénéfice à partir du 1er janvier de l'année suivante. Alors, une fois que vous allez avoir fait cette déclaration, il y a un certain nombre de taxes que vous allez avoir, pas tout à fait au début, on y reviendra aussi un peu plus tard pour d'autres, mais vous avez notamment la taxe pour les frais de chambre consulaire, ce seront donc pour les personnes qui créent des activités qui relèvent de la chambre de commerce ou de la chambre de métier, qui vous permettront de bénéficier de certains services. En fait, ces taxes qui sont au maximum de 0,48% sur le chiffre d'affaires, donc c'est quand même très, très réduit, vous allez les payer simplement à partir de la 2e année et uniquement si votre chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 €. La contribution à la formation professionnelle, ça c'est un peu différent parce qu'on la paie dès le départ. Là aussi, c'est une contribution qui est très faible puisqu'elle est de 0,10 si vous êtes dans la vente, de 0,20 si vous êtes une profession libérale réglementée et de 0,30 si vous êtes un artisan. Mais elle vous permet de pouvoir bénéficier d'aides financières si vous souhaitez suivre des formations dans votre domaine d'activité.
Et puis, là aussi, à partir de la deuxième année, il y aura une taxe qui viendra s'ajouter, qui est la cotisation foncière des entreprises, que l'on ne paie jamais la première année. À partir de la deuxième année, il y aura, avant de la calculer, 50% qui seront abattus. Alors, on ne peut pas trop vous donner là non plus de montant parce que, pourquoi? Simplement parce que la base minimale, il va y avoir une base minimale, une base forfaitaire qui va être décidée par votre commune ou votre intercommunalité, votre métropole, enfin là où vous allez habiter. Ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous allez habiter. Et les taux, en fait, vont être applicables en fonction du chiffre d'affaires que vous allez faire. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à pouvoir voir. Ce qu'il faut que vous puissiez faire pour savoir combien vous allez payer, il faut que vous appeliez soit votre service des impôts des entreprises ou le service économique de votre mairie pour avoir le montant de cette base minimale. Et après, là encore une fois, par rapport au prévisionnel que vous aurez fait, eh bien, ça sera de voir, en fonction du chiffre d'affaires que vous penserez faire, quel sera le montant que vous paierez, puisque ce sont des tranches. Les montants sont des tranches en fonction du chiffre d'affaires que vous allez payer. C'est pour ça que là aussi, il faut vraiment bien préparer votre entreprise. Lila le disait tout à l'heure, hein, ça reste une entreprise individuelle que l'on prépare exactement comme toute entreprise. Ce n'est pas parce que ça semble plus simple qu'il ne faut pas le préparer avec autant d'attention que n'importe quelle autre entreprise ou n'importe quelle autre société. Là aussi, cette cotisation foncière des entreprises, elle ne se paie qu'à partir de la deuxième année et uniquement si vous avez un chiffre d'affaires qui est supérieur à 5 000 €. Au niveau des taux de cotisation, alors là, on parle bien des taux de cotisation pour les cotisations sociales, donc pour votre protection sociale, c'est un forfait à l'intérieur duquel vous allez payer des cotisations pour la maladie, la maternité, la validité d'essai, pour les indemnités journalières, mais aussi pour la retraite de base, la retraite complémentaire, les allocations familiales, la CSG-CRDS, et puis on rajoutera les fameux 0,10, 0,20 ou 0,30% au titre de la contribution à la formation professionnelle. Vous voyez ces montants, ils seront de 12,8% au maximum si vous êtes dans de la vente, dans de la fabrication et de la vente, de 22% si vous êtes en activité artisanale qui relève soit des BNC ou des BIC, et en profession libérale non réglementée. En ce qui concerne les professions libérales réglementées, alors ici on appelle uniquement les professions libérales réglementées celles qui relèvent de la CIPAB. Il reste une vingtaine d'activités qui vont aussi bien de l'architecte que du diététicien, du psychologue, du psychothérapeute, mais ça peut être aussi un moniteur de ski, un expert en automobile. Vous aurez l'occasion sur le site de BPI ou sur le site autoentrepreneur.fr de pouvoir voir la liste de ces activités. Et bien là, le taux sera de 22,20%. La déclaration et le paiement, vous aurez le choix de le faire mensuellement ou trimestriellement. Là aussi, un petit conseil, un peu comme pour le compte bancaire tout à l'heure. Vraiment, alors, pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi indemnisés, il faut absolument prendre la déclaration et le paiement mensuel pour pouvoir fournir les justificatifs de déclaration à Pôle emploi et qu'ils puissent recalculer vos droits tous les mois par rapport au montant que vous avez encaissé pour qu'il n'y ait pas de décalage dans le versement de vos allocations et surtout que, in fine, il n'y ait pas d'indu à rembourser, c'est-à-dire si Pôle emploi vous avez trop versé, ça c'est le cas souvent quand on est en trimestriel. Donc vraiment, prenez plutôt le paiement mensuel, la déclaration mensuelle. En plus, ça vous fait faire un acte de gestion, une petite routine tous les mois et ça vous apprend aussi pour, si plus tard vous passez sur une autre forme d'entreprise, ben, ça vous apprend aussi à faire un certain nombre de déclarations et vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre entreprise. Ensuite, pour le paiement libératoire, ben, c'est pareil. Hein, si vous le prenez, ce paiement de cotisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 12,8%, ces 22% ou ces 22,20%, ils seront jamais supérieurs au niveau des cotisations et contributions sociales. Une fois que vous aurez payé sur le chiffre d'affaires encaissé, parce que là aussi, c'est un avantage pour les auto-entrepreneurs, on vous demande de faire ces déclarations uniquement quand vous avez encaissé l'argent, pas au moment de la facturation. C'est surtout intéressant quand vous travaillez avec des entreprises qui vous paient qu'à 30 ou 45 jours ou quelquefois un peu plus tard. Eh bien, vous attendez d'avoir encaissé l'argent, ça vous évite de faire de l'avance de trésorerie et ça préserve de l'avance de paiement de cotisation et ça préserve votre trésorerie également. Alors, pour faire ces déclarations, bien évidemment, là, votre seul site
officiel, ça sera vraiment auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous allez avoir un compte en ligne sur lequel vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup de services en ligne pour vous rendre le plus autonome possible et faciliter vos déclarations, vos paiements, les échanges avec nous. Le fait de pouvoir avoir également téléchargé des attestations qui vous permettront de prouver que vous êtes bien déclaré, que vous êtes à jour de vos cotisations. Ça s'appelle notamment l'attestation de vigilance. Et c'est une attestation qui vous sera très souvent demandée par vos fournisseurs, par vos clients. Si vous répondez à des marchés publics, ce sera une obligation. Vous pouvez avoir aussi vos partenaires si vous souhaitez travailler avec d'autres personnes qui vont vous demander si vous êtes bien à jour de vos cotisations. Et ces attestations-là, si vous êtes à jour, bien évidemment, vous pourrez les télécharger immédiatement en vous connectant à votre compte en ligne. Et puis, les déclarations, vous pourrez aussi les faire sur notre appli mobile auto-entrepreneur URSAF, que ce soit sur le site ou sur l'appli mobile. Vous pourrez récupérer vos déclarations, vos attestations de déclaration de chiffre d'affaires que vous pourrez du coup transmettre à Pôle emploi au moment de votre actualisation. Alors, on a vu les taux tout à l'heure maximum de la micro-entreprise ou des auto-entrepreneurs. Vous avez la possibilité, dans certains cas, de pouvoir bénéficier de l'ACRE, qui est l'aide à la création à la reprise d'entreprise, qui va vous permettre d'avoir un taux réduit entre le moment où vous allez créer jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant. Ça veut dire quoi? Si je prends l'exemple aujourd'hui, on est en novembre, donc on est en plein milieu d'un trimestre. Si je peux bénéficier de l'ACRE, alors pour en bénéficier, il faut avoir soit entre 18 et moins de 26 ans, soit avoir moins de 30 ans, être reconnu handicapé ou ne pas être indemnisé, ne pas avoir bénéficié de l'ACRE depuis au moins 3 ans, être indemnisé par Pôle emploi ou être inscrit comme demandeur d'emploi sans être indemnisé, mais être inscrit au moins depuis 6 mois dans les 18 derniers mois, ou percevoir le RSA ou l'ASS, ou avoir un contrat CAP, habiter dans un quartier QPV, un quartier prioritaire de la ville, ou bénéficier de la prépa. Enfin, vous pourrez retrouver toutes ces conditions pour en bénéficier, bien sûr, sur nos sites. Et si vous pouvez en bénéficier, en créant en novembre, vous allez en bénéficier jusqu'au 30 septembre 2022, parce qu'on est en plein milieu d'un trimestre. Si vous créez en décembre, ça sera toujours jusqu'au 30 septembre 2022. Alors que si vous attendez le 1er janvier ou le 2 janvier, enfin le mois de janvier pour créer, ce sera jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, vous voyez que, sauf si, bien sûr, vous avez beaucoup de clients qui veulent absolument commencer tout de suite. Et bien sûr, il ne faut pas perdre les clients. Donc, il faut absolument créer son entreprise le plus rapidement possible. Mais autrement, s'il n'y a rien qui vous oblige à le faire en plein milieu ou en fin de trimestre, attendez plutôt le début d'un trimestre pour pouvoir créer votre activité. Demandez via le site auto-entrepreneur.ursaf.fr l'ACRE à travers le remplissage d'un formulaire, et en nous l'envoyant, vous avez l'adresse mail qui est indiquée, avec bien sûr les justificatifs comme quoi vous pouvez bénéficier de l'ACRE au moment de la déclaration d'activité de votre auto-entreprise. Et cela a pour influence de vous permettre de bénéficier de ce fameux taux réduit qui sera environ de 50%, exactement 50% si vous êtes dans la vente avec 6,4% du chiffre d'affaires. Si vous êtes en activité artisanale ou si vous êtes en profession libérale non réglementée, vous serez à 11%. Et pour les professions libérales réglementées qui relèvent de la CIPAP, vous serez à 12,1% du chiffre d'affaires encaissé pendant cette période-là. Et puis, au-delà de cette période, bien évidemment, vous arriverez au taux dont on a parlé tout à l'heure, les taux globaux de 12,8, 22 ou 22,20. Alors, Lila, je continue. Je crois que c'est toi qui prenais cette partie-là. Je prends le relais si tu veux bien. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Alors, on reçoit énormément de questions sur le chat et sur la colonne questions. Donc, j'ai commencé à en traiter quelques-unes. J'ai vu que toi aussi. Donc, on va essayer du coup d'accélérer pour se donner du temps à la fin pour répondre. Mais en tout cas, en tout cas, on voit l'engouement pour la micro-entreprise. Ça se confirme là. Alors, effectivement, pour la partie formalité de création, donc on l'a dit et Agnès l'a répété, effectivement, il y a quand même des obligations. On a perdu Agnès, du coup.
on a quand même des obligations, enfin la micro-entreprise a des obligations, on va dire, classiques de création d'entreprise, dont notamment tout ce qui est déclaration d'activité et immatriculation de l'entreprise, c'est-à-dire le fait de donner naissance à l'entreprise. Alors effectivement, le premier interlocuteur, donc l'auto-entrepreneur, enfin le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur.ursaf.fr, effectivement, c'est un acteur incontournable, puisque ça vous permet de déclarer votre activité en ligne. Vous pouvez aussi, pour le moment, faire vos démarches auprès du CFE compétent, c'est-à-dire le centre de formalité des entreprises. Alors, en fonction de la nature de votre activité, vous allez soit, si vous avez une activité commerciale, vous diriger vers la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, vers la CMA pour les activités artisanales, l'URSSAF pour toutes les activités réglementées, c'est l'URSSAF qui est compétent, et enfin pour tout ce qui est agents commerciaux, c'est le greffe du tribunal de commerce, puisqu'il y a un registre spécifique des agents commerciaux. Donc, le CFE compétent, donc aujourd'hui, vous pouvez faire vos démarches auprès directement du CFE ou en ligne via le guichet entreprise. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une réforme en cours sur les CFE, puisque à partir du 1er janvier 2023, il n'y aura plus qu'une seule plateforme, un seul guichet unique électronique qui va rassembler tous les CFE, c'est-à-dire que tout sera digitalisé. Bien évidemment, les dossiers seront traités en amont par chaque CFE selon sa compétence, selon la nature d'activité, bien sûr. Mais en tout cas, pour le moment, il est encore possible, puisqu'on va avoir une période de transition qui date du 1er avril 2021 jusqu'au 31 décembre 2022, où vous pourrez effectivement faire à la fois vos démarches auprès du CFE compétent ou auprès du guichet entreprise, mais à partir de cette date-là, effectivement, tout sera centralisé et ce guichet sera géré par l'INPI. Mais dans tous les cas, effectivement, on vous l'a dit, on vous l'a répété, vous pouvez faire les démarches sur le site de l'URSSAF, qui est finalement le site officiel, à la fois pour la déclaration d'activité, mais aussi pour la déclaration des cotisations sociales, le paiement des cotisations sociales, la gestion de l'entreprise. Voilà, ce sera vraiment votre interlocuteur privilégié. Alors, attendez, micro-entreprise. J'étais trop loin. Du coup, sur la partie CFE, dommage, Agnès a perdu sa connexion, je pense. Alors, attendez, je vais juste faire un petit message. Les aléas du direct, désolée. Voilà. Ah ben voilà, Agnès est voilà. de retour. Donc, écoute, tu reviens à temps puisqu'on va parler des services de l'URSSAF. Oui, mais moi, je vous voyais bien en même temps, ça allait. Ah d'accord. Donc, en fait, effectivement, à partir du moment où vous allez créer votre auto-entreprise, on va être à vos côtés. On va être à vos côtés au moment de la création, si vous en avez besoin. On sera à vos côtés tout au long de la vie de votre entreprise. Ce qu'il ne faut surtout pas se dire, c'est qu'à partir du moment où on devient indépendant, on n'a plus droit à rien. Ce n'est pas vrai et c'est de moins en moins vrai. On est vraiment là pour vous accompagner. Il y a même des URSSAF selon la région dans laquelle vous êtes qui ont des offres de services pour vous accompagner de façon personnalisée pendant toute la première année de votre création d'activité en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à poser des questions avant de se dire non, je n'y ai pas droit. C'est comme quand on a certains soucis, il faut en parler avant, il ne faut pas faire l'autruche, il faut vraiment essayer d'être aussi, de nous considérer comme un partenaire que nous sommes à vos côtés. Donc, sur le site, bien évidemment, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez avoir de l'information sur le statut de l'auto-entrepreneur. Vous allez pouvoir créer et gérer votre micro-entreprise à travers soit la création de l'activité, mais après, ce que je disais tout à l'heure, après, à partir de votre compte en ligne. Vous pourrez demander l'ACRE, bien évidemment, on en a parlé. Vous allez pouvoir aussi simuler vos cotisations pour savoir à partir du moment où je gagne tant, où j'ai tant de chiffre d'affaires que j'ai encaissé, combien je vais payer de cotisations. Vous pourrez, sur votre compte en ligne, avoir un échéancier, savoir exactement quelles sont les prochaines échéances que vous allez devoir payer. Vous aurez même des alertes pour ne pas les oublier. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Vous pourrez le payer en ligne aussi, soit par carte bancaire, soit par télépaiement. Donc, là aussi, des avantages sur la facilité pour déclarer et payer. Les attestations, j'en ai parlé tout à l'heure.
Et ce qu'il faudra faire, j'ai vu quelques personnes qui disaient j'ai déjà eu une entreprise, je l'ai arrêtée, je voudrais recommencer, etc. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que bien évidemment, on peut créer une entreprise. À un moment donné, on souhaite l'arrêter pour diverses raisons. Dans ce cas-là, comme vous l'avez fait au départ pour la création, c'est-à-dire faire une déclaration d'activité et passer par un centre de formalité des entreprises qui va prévenir l'ensemble des organismes qui doivent connaître votre création d'activité, eh bien, si vous souhaitez la cesser, il faudra aussi faire une formalité pour que, justement, ce centre de formalité puisse prévenir, là aussi, les organismes que vous avez cessé cette activité. Pourquoi? Parce que, justement, quand vous voulez en recréer une plus tard, que ce soit 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ça, on a des cas tous les jours. Eh bien, si vous avez bien cessé avec ce formulaire votre entreprise, il n'y aura aucun problème pour en recréer une. Si vous n'avez pas fait si vous n'avez pas complété ce formulaire de cessation d'activité, ce qui va se passer, c'est que forcément, dans un des systèmes d'information de l'un ou l'autre des organismes, il va rester des données et du coup, ça va vous faire des formalités complémentaires, ça va vous faire perdre du temps, vous allez être un peu perdu et du coup, il faudra vraiment, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, on commence avec une formalité, on finit avec une formalité. J'arrive pas. Je suis désolée. Voilà. Alors, au niveau de, bien sûr, on l'a dit déjà un tout petit peu tout à l'heure, hein, mais l'auto-entrepreneur ou ce régime de la micro-entreprise, il n'est pas adapté à tous les projets. On a vu que là, d'abord, c'est une entreprise individuelle, donc avec la responsabilité financière qui est engagée, bien évidemment, à part la résidence principale, mais tout est quand même très, très lié. Vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, Lila en parlera juste après. Il y a d'autres solutions si vous voulez être associé avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi avoir besoin, parce que vous allez développer votre entreprise à un moment donné, par exemple, vous pouvez commencer en auto-entrepreneur et puis je voyais tout à l'heure un coach qui demandait s'il pouvait travailler avec des personnes à l'étranger. Bien évidemment, attention, si autant un coach, c'est vraiment l'auto-entrepreneur est vraiment quelque chose de compatible avec le métier de coach tant que vous êtes, je dirais, amené à ne pas trop vous déplacer. Si vos frais de déplacement deviennent très, très, très importants, bien évidemment que ça va être compliqué de ne pas déduire ces fameuses charges. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour X raisons, ou parce que vous êtes obligé de louer un local, ou parce que vous êtes obligé d'acheter beaucoup de matériel, eh bien, peut-être qu'il faudra changer de régime, ne plus être au régime fiscal de la micro-entreprise, mais prendre un autre régime fiscal pour pouvoir déduire justement toutes ces charges. Et je te laisse, Lila, enchaîner sur cette partie-là. On met le son. Merci Agnès. Donc effectivement, ce n'est pas forcément adapté à tous les projets. Et justement, le fait de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise, ça répond aussi en partie à cette problématique. Sur les avantages, donc ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'il n'y a pas de capital à mobiliser au départ, hein, puisqu'il n'y a pas de capital social, hein, c'est réservé aux sociétés. On l'a dit, on l'a répété, c'est vraiment la simplicité de création, de gestion et de clôture. Et d'ailleurs, la création et la clôture sont gratuites, hein, donc ça, c'est important de le préciser. Effectivement, ça va être les coûts de, comment dire, la simplicité de gestion et d'organisation, puisqu'il n'y a pas d'obligation comptable aussi forte qu'en société, hein, notamment en termes de bilan, de compte de résultats ou de dépôt des comptes. Tout ça vous est dispensé. Alors, en revanche, on vous conseille quand même de tenir une comptabilité pour savoir où vous en êtes, parce que finalement, ça va être des revenus que vous allez recevoir. Il faut bien faire attention à anticiper les cotisations à payer, les impôts, etc. Donc, il faut quand même tenir une comptabilité, entre guillemets, en bon père de famille. Après, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de TVA, sauf dépassement des seuils. Donc, ça, c'est les avantages quand même, encore une fois, qui rappellent la simplicité de ce régime. Sur les inconvénients, aujourd'hui, effectivement, il y a l'image de marque, de notoriété de la micro-entreprise, sauf qu'effectivement, ça a tendance à évoluer parce qu'il y a de plus en plus de micro-entreprises qui sont des personnes qui sont organisées, structurées, qui fonctionnent très bien. Mais c'est vrai qu'on reste aujourd'hui encore, certains prestataires ou grosses sociétés ont parfois encore du mal à faire appel à des prestations par un micro-entrepreneur plutôt que par une société. Mais bon, j'imagine que ça continuera à évoluer dans le bon sens. Le manque d'assises financières, donc effectivement, il n'y a pas de capital social au départ, donc ça peut être un frein lorsqu'on va demander un financement auprès d'une banque.
La responsabilité, on l'a dit, on l'a répété sur l'ensemble du patrimoine. Alors effectivement, sauf la résidence principale, on l'a dit, elle est insaisissable de droit. Et j'ai vu passer une question justement sur la résidence secondaire ou des biens bâtis ou non bâtis, des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Vous pouvez en entreprise individuelle demander à ce que ces biens soient déclarés insaisissables. Alors attention, la déclaration d'insaisissabilité, c'est un acte juridique. Hein. Ce n'est pas une simple feuille que vous faites tout seul. Il faut passer par un notaire qui va étudier ces biens-là, qui va leur donner une valeur. Et il faut que ce soit vraiment un acte notarié pour que ça donne force de loi. Enfin, les inconvénients, ça peut être effectivement des frais au développement, des freins au développement de la micro-entreprise, puisque vous êtes limité par les seuils. Donc, il y a un moment, si vous faites un chiffre d'affaires trop important, vous allez basculer vers l'entreprise individuelle classique et parfois, il va même falloir créer une société. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que la micro-entreprise n'est pas forcément adaptée à tous les projets. Donc, ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, parfois, on peut créer une micro-entreprise qui va fonctionner dans un premier temps, mais parfois, il va falloir sortir de ce régime-là et il y a différents motifs de sortie. Alors, on les distingue entre les sorties, on va dire, volontaires, et les sorties automatiques, pardon, et les sorties volontaires qui sont vraiment faites par votre propre volonté. C'est vous qui faites l'action de sortir de ce régime-là et ce n'est pas, par exemple, le dépassement des chiffres qui fait que vous basculez automatiquement vers un autre régime. Alors, la sortie volontaire, évidemment, ça va être un chiffre d'affaires qui se développe rapidement. Donc, vous voyez venir un petit peu l'activité qui augmente. Donc là, vous décidez spontanément de passer en entreprise individuelle ou en société. Un volume important d'achats et de charges. Donc, Agnès l'a répété tout à l'heure. Effectivement, si vous avez beaucoup de charges, beaucoup d'achats, bien en fait, c'est plus intéressant d'être au réel, hein, puisque là, vous déduirez réellement toutes vos charges et ce ne sera pas au forfait. Donc, ce n'est pas intéressant, notamment en début d'activité, hein, si vous avez beaucoup de matériel à acheter, ce n'est pas forcément le régime le plus adapté. Ensuite, effectivement, si vous savez que vous allez avoir des investissements importants à réaliser pour développer votre activité et que potentiellement vous voulez faire appel à des investisseurs extérieurs, même chose, et bien là, vous avez plutôt intérêt à basculer vers une forme sociétale. Ça peut être le besoin de recrutement. Alors, souvent, on nous pose la question, là, on ne nous a pas posé la question sur le chat, mais on nous demande souvent si on peut recruter en micro-entreprise. C'est vraiment la question qui vaut 1 million. Alors, effectivement, il n'y a pas d'interdiction légale, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'interdiction de recruter. En revanche, très clairement, il n'y a pas d'intérêt à le faire puisque le recrutement va vous coûter en termes de salaire du salarié. Ça va être des charges sociales, ça va être des frais d'installation, un bureau, un ordinateur, etc. Donc, et puis, sans parler de la rémunération même du micro-entrepreneur. Donc, très clairement, par rapport aux seuils qui sont limités, c'est pas nécessairement intéressant pour vous. Donc, à la limite, si vous avez des activités, des moments où l'activité devient forte, notamment si c'est une activité saisonnière, vous pouvez faire appel à un intérimaire ou un CDD, mais s'engager sur un CDI, ce n'est pas forcément intéressant en régime micro-entreprise. Ensuite, la sortie automatique, évidemment, c'est le dépassement des seuils. Hein. Agnès, on a parlé clairement tout à l'heure. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que soit on passe en société, d'accord, et nécessairement, il faut radier l'activité de micro-entreprise. Il ne faut pas la laisser, entre guillemets, encore vivante aux yeux des différentes administrations. Il faut la radier pour pouvoir créer une nouvelle structure, pour être d'équerre, entre guillemets. Voilà sur les cas de sortie. Les motivations aussi, ça peut être, on l'a dit, hein, ça peut être du coup effectivement des besoins de financement de l'entreprise, hein, faire appel à des investisseurs. Et puis il y a aussi avoir des motivations fiscales et sociales. Peut-être que Agnès, tu veux nous en dire un mot sur ces motivations-là qui sont spécifiques. Oui, alors bien évidemment, il peut y avoir, on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, en fonction de l'évolution de votre auto-entreprise, ça peut vraiment être intéressant de changer de régime. D'abord parce que vos cotisations ne seront pas calculées sur les mêmes bases, que vous pouvez soit changer, vous pouvez toujours rester un travailleur non salarié, mais vous ne relèverez plus de ce régime de la micro-entreprise. Vous pourrez toujours rester à ce statut de travailleur non salarié, mais au régime du réel, donc en pouvant déduire les charges, en ayant des cotisations qui sont calculées sur d'autres assiettes, sur d'autres bases. Mais vous pouvez aussi devenir assimilé salarié si vous créez par exemple une SAS, une SASU, ou si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL. Donc là, votre protection sociale va aussi être légèrement différente en fonction de chacun des cas.
Pour la partie fiscale, c'est la même chose. Hein. Ça peut être très intéressant d'être plutôt à l'impôt sur la société qu'à l'impôt sur le revenu au niveau de l'entreprise. Donc, tout ça, ce seront des préparations à faire en fonction de l'évolution de votre entreprise. Et puis, il faudra faire attention aussi si vous êtes marié, bien évidemment, au patrimoine et au contrat que vous avez au niveau du mariage, parce les conseils sont vraiment, dans ce cas-là, d'être bien en séparation de biens pour ne pas tout mélanger, là aussi, au cas où il y aurait une évolution au sein de votre famille. Alors, si on passe aussi sur les conséquences de ce changement vers un régime réel, bien évidemment, déjà sur le plan fiscal, on ne pourra plus opter pour ce fameux versement fiscal libératoire dont on a parlé au début. La soumission à la TVA sera d'entrée de jeu. Dès le départ, il faudra facturer de la TVA à vos clients. En revanche, l'avantage pour vous, c'est que vous pourrez récupérer cette TVA en fait sur tous les achats que vous allez faire. Et vous aurez ce principe du paiement de la TVA qui sera ce que vous facturez à vos clients. On appelle ça de la TVA collectée. Donc ça, c'est celle qu'on reverse à l'administration fiscale. Mais avant de la reverser, on va déduire la TVA déductible, celle que vous avez sur vos achats. Et le résultat de cette soustraction, en fait, entre la TVA collectée et la TVA déductible, c'est celle que vous allez reverser à l'administration fiscale. Au niveau du social, j'en ai déjà parlé, on sort de ce régime microsocial, on peut toutefois rester TNS ou devenir assimilé salarié. Et puis, sur le plan comptable, bien évidemment, mais sur le plan juridique, sur la publication des bilans, sur les frais, sur la constitution de la société, on ne sera plus forcément dans quelque chose de gratuit. On aura une obligation de comptabilité à tenir. On aura beaucoup d'obligations aussi tous les ans à respecter, soit si on le fait tout seul, soit si on se fait aider. En général, c'est ce qui se passe avec un tiers déclarant qui peut être un expert comptable. Ça peut être un centre de gestion agréé également. En tout cas, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester tout seul et bien vous faire accompagner, non seulement quand vous allez créer votre première auto-entreprise, mais également si vous voulez évoluer vers un autre régime. On ne t'entend plus, Lila. Mon micro était désactivé. Donc oui, comme on vous l'annonçait en introduction, c'est vrai qu'on a effectivement balayé, traité la micro-entreprise sous tous les angles. Et encore merci Agnès pour toutes ces précisions ultra utiles. On s'est quand même dit qu'on aimerait quand même finir sur ce webinaire sur les alternatives qui existent à la micro-entreprise, parce que finalement, ça ne correspond pas forcément à votre profil en tant qu'entrepreneur, votre situation personnelle et par rapport au projet. C'est ce qui peut arriver. Alors, les raisons peuvent être multiples pour ne pas vous orienter vers ce statut-là, qui, encore une fois, est quand même la solution la plus simple, rapide et peu coûteuse pour se lancer. Mais il existe des alternatives qu'il faut connaître, avoir en tête, et peut-être que finalement, ça correspondra un peu plus à votre profil ou votre projet. Alors, les principales sont les couveuses, le portage salarial et les coopératives. Donc, on va en toucher un mot pour chacune. On vous a mis un tableau un petit peu récapitulatif des conditions pour chacune des alternatives qu'on ne va pas développer, on vous remettra le support, vous pourrez le consulter chez vous. Mais de façon très synthétique, la couveuse, par exemple, ça va être des dispositifs d'accompagnement pour vraiment préparer la création d'entreprise en amont. Comme son nom l'indique, c'est vraiment couver l'entrepreneur, l'aider, l'accompagner sur la préparation, la structuration de son projet et le démarrage. C'est vraiment un soutien. L'idée, c'est vraiment de donner des conseils, du coaching, des formations au métier d'entrepreneur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un hébergement juridique à l'activité. Et ça, c'est intéressant pour les personnes qui ne se sont pas encore totalement prêtes, qui ont besoin d'être accompagnées, notamment au métier d'entrepreneur, parce qu'on l'a dit, la micro-entreprise, ça reste une entreprise malgré tout. Et effectivement, certains ont peut-être besoin d'avoir cet accompagnement avant vraiment de se lancer concrètement et de créer leur micro-entreprise ou leur société. Ensuite, il y a le portage salarial qui est un statut un peu particulier puisque c'est une relation contractuelle à trois. Donc, il y a la société de portage, il y a le consultant, par exemple,
et la société, l'entreprise client. C'est vraiment une relation à trois. En fait, c'est un compromis entre le statut salarié et le statut de travailleur indépendant. Alors, pourquoi salarié? Parce qu'effectivement, il y a un contrat de travail entre la société de portage et le consultant, et indépendant parce que finalement, l'entrepreneur, en tout cas le consultant, a la possibilité de choisir les entreprises avec qui il veut travailler, il peut décider de son emploi du temps, donc il y a quand même cette indépendance dans l'exercice de ses missions. Donc, c'est quand même assez intéressant et ça permet aussi de confier à la société de portage toutes les questions administratives, de facturation, de déclaration et de paiement des cotisations. Donc ça peut être intéressant. En revanche, attention, ce n'est pas adapté non plus à tous les profils. Ça va surtout concerner des personnes qui ont une expertise bien déterminée sur un sujet ou qui ont une expérience significative. Souvent, on peut retrouver des conseils, par exemple, en informatique, des conseils en… qu'est-ce qu'on peut citer aussi en communication ou ressources humaines. Donc, c'est des profils qu'on retrouve assez régulièrement au portage salarial. Et enfin, la coopérative d'activité, donc même chose, c'est une forme assez intéressante qui, elle est un peu particulière parce que c'est vraiment un regroupement, c'est d'entrepreneuriat collectif, c'est-à-dire c'est plusieurs entrepreneurs qui vont se regrouper pour partager leur expertise, leur expérience, mais aussi pour mutualiser les moyens, c'est-à-dire qu'avoir des bureaux communs, un comptable commun. L'idée, c'est vraiment d'être mutualiser ces moyens-là et l'objectif final, c'est de devenir associé de la coopérative. Donc, voilà ce qui existe. Ça peut aussi rassurer certains qui ont un projet déjà bien ficelé, mais qui ont besoin d'avoir d'autres expertises et encore une fois, un cadre juridique fiscal, social social et fiscal qui peut être intéressant lorsqu'on, encore une fois, on ne se sent pas totalement prêt à être seul à gérer une entreprise. Donc, voilà, ayez bien ces alternatives en tête. Ce qu'on peut peut-être juste préciser en une seconde, c'est que les trois, ce n'est pas vous qui créez l'entreprise, vous êtes bien hébergé par une de ces structures et les facturations seront faites sous le SIRET d'une de ces structures. C'est-à-dire que on dit souvent la micro-entreprise, c'est un tremplin vers une autre entreprise. Et bien là, le fait de passer par une de ces alternatives, c'est un tremplin avant de se créer. Ça peut permettre aussi à certains qui seraient un peu inquiets de savoir s'ils sont faits pour être entrepreneurs ou pas et qui auraient besoin d'être plutôt entourés, de ne pas se retrouver seuls pour développer, de se dire, ben là, je suis vraiment entourée, je suis couvée ou je suis en coopérative, etc. Et le portage salarial, c'est vraiment quelque chose de différent, mais ça vous permet de vous lancer, en fait, sans prendre du tout de risque et sans commencer une micro-entreprise. Parce que peut-être que simplement votre projet, il est super bien, ça va se développer, mais peut-être que c'est un peu trop tôt, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour vous lancer tout seul. Et c'est donc un passage précédent pour vous aider à aller vers la création d'entreprise. Merci beaucoup Agnès pour cette précision. Après, sachez aussi que vous pouvez vous faire entourer. Vous avez évidemment l'URSSAF qui propose beaucoup de services, de l'information experte. Voilà, vous pouvez aussi vraiment vous trouver toutes ces informations avant de vous lancer. Le site de BPI France Création, vous avez aussi des contenus, vous avez des outils aussi pour tester la structure juridique la plus adéquate. Mais aussi, vous avez beaucoup de réseaux d'accompagnement qui sont là pour vous aider à structurer votre projet, valider votre idée, vous aider à toute l'étape de votre création. Je pense notamment au réseau type BGE, ADI, etc. Pour pas tous les citer, on ne peut pas tous les citer, mais vous avez ces réseaux-là qui peuvent effectivement vous accompagner de façon individualisée et vous pouvez trouver leur adresse d'ailleurs sur le site BPI France Création avec notre annuaire dédié. Voilà, je pense qu'on a dépassé un peu le temps. On va quand même prendre 2-3 questions. Agnès, si tu veux bien. Sachant qu'on a traité quelques-unes et je pense que je resterai pour en traiter d'autres parce qu'on a beaucoup de questions. Alors simplement, je pense celles qui ont obtenu le plus grand nombre de votes parce qu'on peut voter sur la pertinence des questions. Alors, j'en ai une. Peut-on tout de même souscrire à la TVA même si l'on est dans des seuils de la franchise de TVA? Est-ce qu'on peut faire le choix? Agnès, ton micro, on ne t'entend plus. Oui, pardon. Alors oui, maintenant, effectivement, on a le droit, j'ai vu une autre question aussi où c'est pas aussi ça, mais malheureusement, on ne peut pas rentrer dans le détail des autres entreprises ou des autres formes sociétales parce qu'on n'a pas le temps. En ce qui concerne l'auto-entrepreneur, effectivement, depuis 4-5 ans maintenant, on a le choix dès le départ de demander à ne pas être en franchise de TVA. C'est-à-dire que dès le départ, peut-être que si vous pensez que vous allez dépasser ces seuils rapidement et que vous avez pas mal d'achats à faire, et ben peut-être que pour vous, dans votre prévisionnel, il est plus intéressant
de facturer de la TVA, surtout si vous travaillez avec des entreprises pour lesquelles ça va être neutre, hein, c'est-à-dire que vous facturez de la TVA à une entreprise, elle va la récupérer et vous n'en facturez pas, et ben voilà, c'est neutre. C'est pas la même chose pour un particulier qui, lui, va être content de ne pas payer 20% de TVA et le sera un petit peu moins le jour où vous serez obligé de facturer de la TVA. Mais dans certains cas, vous pouvez effectivement faire cette demande de ne pas être en franchise de TVA et donc de facturer dès le départ de la TVA, mais de la récupérer aussi dès le départ sur les achats que vous aurez à faire. Ton micro, Lila. Lila, le micro. Je l'ai. En fait, il s'active automatiquement. Alors, on a une autre question à laquelle tu as un petit peu quand même plus ou moins répondu, Agnès. C'est est-ce que la micro-entreprise a une date de clôture? Donc, j'ai pas entendu la question. Est-ce que la micro-entreprise a une date de clôture? Alors non. La seule date de clôture qui peut y avoir, alors je dirais non globalement, mais comme souvent, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires du tout pendant 24 mois, à ce moment-là, on va radier votre micro-entreprise. Alors, on va vous prévenir avant, on va dire attention, si vous ne facturez pas, il va y avoir une radiation de votre compte. Alors, au niveau de l'URSSAF, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas votre formalité de cessation d'activité pour tous les autres organismes. Mais effectivement, on considère que si au bout de 24 mois, vous avez facturé 0 de chiffre d'affaires, eh bien, ça veut dire que soit vous êtes parti peut-être sur autre chose, hein, vous avez peut-être retrouvé un job salarié et puis vous avez un peu oublié que vous aviez créé une auto-entreprise, ça arrive quelquefois, soit parce que malheureusement, c'était peut-être pas le moment, ce que je disais tout à l'heure, et que il faut arrêter et recommencer plus tard éventuellement. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir une clôture. Autrement, pour ceux qui voudraient rester dans le régime de la micro-entreprise, tant que vous ne dépassez pas les fameux seuils de chiffre d'affaires, vous avez 2 ans là aussi, si vous les dépassez pour rester encore dans le régime, il n'y a pas de date de clôture particulière. Agnès, est-ce que tu peux désactiver tes notifications? Je crois qu'on entend encore les notifications. Ouais, ça se réactive. C'est quand je me suis reconnectée, j'ai oublié. Alors, du coup, effectivement, ce qu'on peut conseiller finalement aux micro-entrepreneurs, c'est même s'ils font un chiffre d'affaires à 0, déclarer un chiffre d'affaires à 0, quoi. Au moins, alors, c'est même pas conseillé, c'est que la déclaration est obligatoire. Donc ça, la déclaration, il faut la faire, même si c'est à 0, et notamment pour ceux qui sont demandeurs d'emploi de toute façon, parce que Pôle emploi leur demandera tous les mois un justificatif. Et pour ceux qui sont au RSA, il pourra y avoir des demandes de justificatifs également. Mais même si on le fait à 0, alors on le sait que quand les personnes sont vraiment à 0 parce qu'elles ont un peu oublié, elles oublient aussi de faire les déclarations. Ça, il faut vraiment le faire. Mais encore une fois, la date de clôture interviendra qu'au bout de ces 24 mois. D'accord. Alors, on a reçu une autre question qui concerne, c'est quelqu'un qui nous demande comment faire quand on se met à son propre compte chez soi. Alors ça, il y a plusieurs solutions, hein. Vous avez tout à fait la possibilité de domicilier votre activité chez vous, à votre domicile. Alors, en revanche, si vous êtes propriétaire, il faut quand même obtenir l'accord de la copro. Et si vous êtes locataire, il faut demander l'accord du propriétaire. Vous pouvez tout à fait domicilier chez vous, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi confier la domiciliation à une société de domiciliation, c'est-à-dire qui va domicilier votre activité au sein de cette structure-là. Donc, vous avez les 2 options. Après, chez vous, ce sera gratuit. En revanche, si vous le confiez à une société de domiciliation, il y aura un coût. Voilà, peut-être une dernière question pour terminer. Intéressante, du coup, qui revient aussi assez régulièrement. Est-ce qu'il est nécessaire de créer un compte bancaire professionnel tout au début de votre activité? Tu l'as peut-être un peu dit, Agnès, mais je pense qu'un rappel est toujours nécessaire. C'est sur le compte, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a dit effectivement au départ. Réglementairement, vous n'êtes pas obligé de créer un compte dédié à l'activité professionnelle. Je ne parle même pas d'un compte professionnel. Si vous ne dépassez pas pendant 2 années consécutives 10 000 euros de chiffre d'affaires. Toutefois, je pense que toutes les personnes qui conseillent autour de la création d'entreprise, on vous conseille de prendre un compte dédié à cette activité, justement pour bien séparer le personnel du professionnel, pouvoir faire des actes de gestion sur savoir où vous en êtes dans le développement de votre entreprise par rapport à ce que vous aviez prévu. Et ça sera beaucoup plus simple de l'avoir sur un seul compte plutôt que d'aller chercher au milieu de votre compte personnel les autres dépenses.
Alors, juste à… Lila, on ne t'entend pas à cause du micro. Juste, tant que tu remets ton micro, simplement, faites bien attention aussi aux assurances responsabilité civile professionnelle. C'est vraiment quelque chose d'important et quelle que soit votre activité, renseignez-vous sur ces responsabilités civiles professionnelles qui peuvent vous servir si malheureusement un jour vous avez un litige avec un client, qu'il soit professionnel ou particulier et que vous n'arriviez pas à le gérer à l'amiable, en sachant que si vos clients sont des particuliers, il faudra que vous choisissiez également un médiateur à la consommation. Tout cela, vous pourrez le retrouver aussi sur notre site, sur le diaporama que l'on a sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Du coup, tu as répondu à la dernière question, merci. Donc oui, je vous propose qu'on clôture le webinaire puisqu'on a un petit peu dépassé le temps imparti. En revanche, on va continuer, enfin en tout cas, moi je vais rester un peu plus longtemps pour répondre à vos questions en ligne, hein, après avoir couper le webinaire en ligne. Ce qu'on vous invite à faire avec Agnès, c'est d'aller, en fait, pour en savoir plus, hein, soit sur BPI France Création, dans notre rubrique encyclopédie, on a un dossier complet dédié à la micro-entreprise, soit, bien évidemment, sur le site de l'URSSAF, comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'acteur incontournable pour les micro-entrepreneurs. Et donc, je rajouterai… Oui. Pardon, je rajouterai même, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube de l'URSSAF sur laquelle on a une conférence spécifique sur l'auto-entrepreneur que nous avons enregistrée. Et vous avez aussi des petites vidéos, des petits spots focus qui s'appellent la Minute Auto-entrepreneur. Il y en a 6. Essayez d'aller les écouter, ça va très vite. Hein, c'est 1 minute 30 maxi sur certains points pour lesquels il ne faut pas passer à côté. Bon, bah, parfait. Avec tous ces outils, je pense que vous ne pouvez que réussir votre micro-entreprise. Ben, merci encore. Et surtout, vous pouvez retrouver donc le replay sur le site BPI France Création ainsi que le support. Et à tout de suite sur le chat pour ceux qui restent encore. Merci encore Agnès pour ta participation et ton expertise. Et puis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Lila. Merci à toi et merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire avec nous. Et je vous souhaite beaucoup de réussite à tous dans tous vos projets. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.